Culture en action. Comme vous savez, je suis Pascale Pelletier, je travaille au Carrefour culturel Paul Médéric. Et là, on est en réouverture. Le 13 avril prochain, on va réouvrir nos portes avec 3 nouvelles expositions. Bien sûr, on ne pourra pas faire un vernissage où tout le monde sera invité, mais la population est quand même invitée à venir visiter les expositions qui sont ici au Carrefour culturel jusqu'au 26 juillet. Alors, les 3 expositions qui sont présentées jusqu'au 26 juillet sont La Montagne secrète par un collectif d'artistes de l'Association culturelle de Saint-Augustin de Desmaures, l'exposition de photos noir et blanc de M. Christophe Dandurand et une exposition de peinture et poésie de M. Raymond Duchesne qui se nomme « Voir, écouter, ressentir la beauté ». Alors, je vous invite à venir nous visiter, à venir voir le beau travail qu'on retrouve ici. L'exposition que j'ai la chance de présenter aujourd'hui se nomme « La Montagne secrète » et est présentée par un collectif d'artistes de l'Association culturelle de Saint-Augustin de Desmaures. Et j'ai la chance d'avoir avec moi une des artistes et la présidente de l'association, Mme Isabelle Fraud. Bonjour, Mme Fraud. Bonjour, enchantée. Bienvenue au Carrefour culturel. Heureuse d'avoir la chance de présenter votre travail. Tout le plaisir est pour moi, d'autant plus que nous sommes plusieurs artistes, donc je suis vraiment très heureuse de représenter tout ce petit groupe. Oui, d'ailleurs, pouvez-vous m'en parler? Premièrement, qu'est-ce que l'Association culturelle de Saint-Augustin de Desmaures? Alors, c'est une association dont le but est de populariser la culture pour tous. Donc, elle s'adresse aussi bien à des artistes qu'à la population en général, à des artistes confirmés ou des artistes débutants. Et on propose des ateliers artistiques, des animations, on organise des conférences, des expositions, on fait plein de choses varié, au niveau de la ville, oui. Et le collectif que vous présentez aujourd'hui? Voilà, nous sommes un groupe de 11 artistes, chacun avec son style différent. Et nous avons eu l'idée de nous regrouper pour proposer un projet commun. OK. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce genre de projet? Oui, habituellement, nous proposons des expositions pour l'ensemble des adhérents de l'association. Et là, c'est juste un petit groupe d'artistes qui a l'habitude de se réunir, de travailler ensemble, qui a eu l'idée de mettre cette exposition au point. Ah, OK. Et puis, l'exposition se nomme « La Montagne secrète ». Pouvez-vous me parler du titre? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, elle est inspirée du roman de Gabriel Roy, La Montagne secrète, qui raconte l'histoire de Pierre Cadoret, un artiste amoureux du Grand Nord, qui est un petit peu à la recherche de la montagne secrète, qui est un peu un côté symbolique, un peu un roman initiatique sur l'accomplissement de l'homme et de l'artiste. OK. Et pourquoi c'est cette œuvre-là qui vous a inspiré? Qui a inspiré votre groupe en général? En fait, au départ, c'est moi qui en ai eu l'idée parce que, vous entendez à mon accent que je ne suis pas née au Québec. En 2004, j'ai fait un voyage au Québec et en particulier à Baie-Saint-Paul où j'ai découvert la maison de René Richard, j'ai découvert le style de René Richard. Par la même occasion, j'ai eu l'occasion de découvrir le style des groupes des Sept, Émilie Carr, des peintres qui m'ont énormément inspiré, qui m'ont rappelé ce que moi je connaissais en France comme le groupe des Fauves, avec des thèmes très colorés, des paysages. Et tout ça m'a plu énormément et ça a été un petit peu à l'origine de mon désir d'émigrer, de m'installer au Québec ensuite en 2007. Oh, et puis donc, si je comprends bien, c'est par ce roman de Gabriel Roy que chaque artiste a... C'est quoi leur démarche, dans le fond? Est-ce que vous étiez plus sur le thème ou plus sur l'artiste? C'est plus René Richard ou... Le roman, en fait, le roman. Donc, moi, j'étais tellement tombée en amour avec ce roman, le côté, justement, démarche initiatique de l'artiste, que j'en ai parlé aux artistes de l'association culturelle. On a organisé une rencontre autour d'une diffusion de films, etc. On a lu le livre. On s'est lancé un petit atelier de création. Tous les samedis après-midi, on travaillait ensemble sur le thème. Et puis donc, on a échangé sur ce que la montagne secrète nous inspirait. Et chacun, après, en a tiré son interprétation personnelle. Mais avant tout, c'est une rencontre
un coup de cœur pour un livre, puis une envie commune d'interpréter ce livre. Oui, parce que ce serait quand même bien de souligner que le livre La montagne secrète de Gabrielle Roy avait été illustré par René Richard, ce qui est le lien entre votre amour de René Richard et le choix de ce thème. Voilà, complètement. Et puis en fait, on a le côté écriture, peinture, dessin. René Richard lui-même, bon, c'était un artiste peintre, mais pluridisciplinaire. Il a commencé avec le dessin en crayon de couleur. Il a utilisé la peinture à l'huile. Il a utilisé énormément de matériaux différents. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très inspirant pour nous. Tout à fait. Pouvez-vous me parler de qu'est-ce qu'on retrouve plus exactement ici? Là? Quel est le contenu de cette exposition? En fait, on a des peintures, principalement des peintures acryliques, des peintures à l'huile, des aquarelles. On a même des illustrations de dessins numériques, donc dessins dessinés à la main au feutre, repris ensuite un petit peu comme le thème de bande dessinée. On a de la photographie. Plusieurs techniques sont présentées. Voilà. Chacun a interprété à sa façon, dans des styles variés également, c'est-à-dire qu'on a du figuratif, on a de l'abstrait, on a du semi-figuratif. Donc tout ça est vraiment très diversifié. Ah oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Exactement. Est-ce que vous avez des projets à venir? Déjà, cette exposition, nous aimerions que ce soit une exposition itinérante. Nous avions le projet de la montée à Saint-Augustin de Desmaures en partenariat avec une troupe de théâtre de marionnettes de Neuville. Mais ça n'a pas pu se faire à cause du Covid-19. Donc ça a été mis sur la glace. Et nous aimerions pouvoir remonter cette exposition, peut-être en faire une exposition itinérante, éventuellement à Trois-Rivières aussi, où il y aurait peut-être une possibilité d'exposer. Donc déjà faire vivre cette exposition dans d'autres endroits du Québec. Et puis, si les gens sont intéressés à vous rencontrer, à en savoir plus sur votre association, est-ce qu'il y a moyen de... Déjà, on a un site internet, Culture Saint-Augustin, mais ça, je vous redonnerai le lien exact, parce qu'à mémoriser comme ça, c'est pas évident, première chose. Et puis surtout, nous allons faire des présences, principalement les fins de semaine. Donc ici, vous allez être sur place? Voilà, donc le calendrier va être annoncé prochainement, mais nous allons nous retrouver ici, alors soit 1 ou 2, 3 artistes à la fois, pour venir peindre, s'il fait beau, devant le carrefour culturel, en cas de pluie ici, puis peindre et puis aller à la rencontre du public, répondre à leurs questions. C'est toujours très, très enrichissant pour nous d'aller au contact du public et puis pour eux de découvrir notre univers. Tout à fait, ça donne le pouls sur votre travail. Donc, bien sûr, on invite les gens à regarder dehors s'il y a des gens qui travaillent les fins de semaine pour venir vous rencontrer. Oui. Aussi à venir ici, bien sûr, jusqu'au 26 juillet, voir vos œuvres. Et puis, on vous remercie beaucoup pour votre présence et de nous montrer votre magnifique travail. C'est moi qui vous remercie.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi M. Raymond Duchesne de l'Île aux Coudres qui est avec nous pour nous présenter son exposition « Voir, écouter, ressentir la beauté ». Bonjour M. Duchesne. Bonjour. Bienvenue au Carrefour culturel. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si on commençait justement par parler de vous, parlez-moi donc de votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené à la peinture? À l'origine, je n'étais pas un artiste peintre, j'étais plutôt un enseignant d'histoire au secondaire, donc j'ai fait une carrière de 35 ans. Et à la retraite, je me suis mis à la peinture, donc j'ai suivi des formations principalement à Montréal avec Agnès Riverain, à compter d'une journée par mois d'atelier d'art abstrait et aussi une semaine par année, toujours avec Agnès Riverain, l'atelier d'art abstrait. Okay. Voilà. Et donc, ce qui m'a amené à la peinture, c'est l'intérêt pour l'art abstrait, en fait, que j'ai découvert peut-être autour des années 1980. Et je me suis surpris à trouver ça beau. Et je me suis interrogé pourquoi j'aime ces choses-là, alors qu'il n'y a pas nécessairement de signification précise, etc. Donc, c'est cette ambiguïté-là qui m'a fait chercher et orienter vers la peinture. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse davantage à l'abstraction, on va dire. OK. Et puis, comment vous résumeriez un peu votre démarche artistique? La démarche artistique, c'est toujours un peu dans le même esprit. C'est un genre de recherche d'exprimer sur une toile ce qui m'habite et qui vient de on ne sait pas où. Je reste comme la peinture de je ne sais pas. Donc, c'est une émotion que vous essayez de C'est une émotion, c'est un positionnement par rapport à la vie, par rapport à un mystère. Et donc, avec le vide ainsi fait en moi, j'essaie de peindre, en fait, là, sans raisonner trop, à laisser aller le geste. Oui, voilà. OK. C'est toujours dans le but d'intégrer, je ne sais pas, le mystère, en fait. Là. Tout à fait. OK. Et puis, le titre de votre exposition, là, « Voir, écouter, ressentir la beauté », qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? Bon, ça peut être surprenant d'écouter lorsqu'on fait une exposition de peinture. Alors, ça vient d'où? Ça vient de la poésie de Louis Aragon, un poète français qui était très populaire de son vivant. Et dont les poèmes ont été mis en musique par plusieurs artistes français, dont Jean Ferrat, Léo Ferré, Hélène Martin, etc. Et lorsque j'étais plus jeune, dans les années 60, 70, ces chanteurs-là ont sorti des disques où on retrouvait des poèmes de Louis Aragon qui ont été mis en musique. Et j'ai toujours trouvé ça magnifique, le mélange de la musique et de la poésie. Et c'est ça qui m'emportait, en fait, qui m'élevait, qui me faisait ressentir quelque chose dont j'ai parlé tantôt, une espèce de mystère de trouver ça beau. Donc, pourquoi je trouve ça beau? Et ça m'a toujours habité, ces chansons-là, que j'écoute régulièrement. Ça fait toujours le même effet, des fois même une émotion de beauté, en fait. J'ai les yeux dans l'eau, de par ça, de cette incompréhension mystérieuse-là. Et donc l'exposition, c'est quoi? C'est de prendre des poèmes que j'ai aimés, qui ont été mis en musique, et en écoutant la chanson, je peignais. Donc, je l'ai écouté de multiples fois, la chanson, mais des fois, j'éteignais le son et je chantais moi-même tout en peignant, pour essayer de retrouver un peu l'atmosphère. Oui, donc chaque œuvre a donc été peinte dans l'idée d'une chanson en particulier là, qui vous imprégnait lors de cette œuvre-là. C'est ça. Et donc, les tableaux qu'on peut visiter, on retrouve le tableau qui est inspiré de la chanson, le texte de la chanson elle-même. Et le visiteur, s'il vient, il est invité à se connecter à mon site Internet où on retrouve les chansons qui ont inspiré les tableaux. Donc, il y en a 16. Et la personne peut, tout en regardant le tableau, écouter la chanson en même temps. Pour que, en fait, il se produise une espèce de fusion entre le tableau, la musique qu'on entend, les paroles qui sont dégagées,
Et avec tout ça, ressentir peut-être un sentiment de beauté, d'élévation, de mystère, en fait, là. Voilà. Donc, c'est ça. Dans le fond, ce que vous souhaitez, c'est que le public reparte d'ici avec une émotion. Avec une expérience de beauté, on va dire ça de même, puisque c'est le titre de l'exposition. Hein. Oui, oui, oui. Et même si c'est difficile à exprimer ce que c'est, en fait, c'est un ressenti personnel qui est très différent les uns des autres. On sait certainement qu'ici, il y a des toiles que des gens aiment moins, mais d'autres qui peuvent leur parler. Donc, c'est très intime, en fait, ce sentiment-là. Tout à fait. Bien, l'art abstrait, justement, c'est un langage qui parle plus à l'émotion, oui. Au subconscient, mettons, qu'au rationnel. Là, ça, c'est sûr. Oui, voilà. Oui. Et pourquoi Aragon? Pourquoi Aragon? Parce que je ne suis pas un spécialiste d'Aragon, mais sa poésie m'a toujours énormément touché parce qu'il dit, et surtout la façon qu'il dit. Donc, c'est comme une sublimation de l'amour, une sublimation de l'être humain, et ça se dégage de ces poèmes, lorsqu'on les entend ou lorsqu'on les lit, une certaine élévation de beauté, je dirais, d'appréciation du monde, de la vie, même dans ses amours, mais aussi dans sa souffrance aussi, dans ses expériences heureuses ou douloureuses. Et donc, c'est ça qui m'a animé. Et le fait que ça a été chanté, bon, je suis très sensible à la chanson, à la musique qui l'accompagne. Donc, c'est pour ça, Aragon, ben, était très approprié pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chanteurs français qui ont mis en poème des poèmes d'Aragon, ont mis en musique des poèmes d'Aragon. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a au-dessus de 70 poèmes. Okay. Voilà, donc c'est pour ça, en fait. Et puis, est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Est-ce que... d'autres projets, oui, toujours avec les mêmes attitudes de mystère, en fait. Okay. Essayer d'évoquer le mystère. Non pas que je suis le seul à comprendre les mystères, c'est pas ça l'idée, mais bon, dans cette même veine, j'aimerais bien essayer d'évoquer sur toile les grandes qualités humaines, en fait. Donc, comme la bonté, la compassion, l'amour, la ténacité, etc. Donc, comment on peut arriver à ça, je ne sais pas. Ça, c'est magnifique comme idée, mais c'est pas si facile à mettre en œuvre. Non. Et c'est très personnel, donc quelqu'un pourrait faire complètement autre chose que je pourrais peindre moi-même. Mais c'est l'expérience de ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience de cette sensation-là lorsque je peins. En même temps, c'est douloureux parce que c'est difficile de faire le vide, c'est difficile de ne pas être dans la raison, de ne pas être dans l'analyse, etc. Donc, c'est vrai. Mais c'est ce que j'aimerais faire, en fait. En tout cas, j'ai bien hâte que vous nous montriez ça. Ah, oui. D'ici là, est-ce qu'on invite le public à... Est-ce que le public peut voir vos œuvres à quelque part? Est-ce qu'il peut communiquer avec vous d'une façon ou d'une autre? Là? Oui, j'ai un site web, en fait. Donc, les gens peuvent se connecter à l'adresse... Raymond Duchesne, artistepeintre.com. Okay. C'est nouveau, c'est la petite fille qui a fait ce site-là il n'y a pas longtemps. Et sur le site, on retrouve certaines œuvres et on retrouve les chansons qui ont inspiré les œuvres. On voit aussi les photos des œuvres à côté des chansons. Elles sont petites, là, mais peut-être qu'après l'exposition, on essaierait peut-être de voir si on peut les agrandir. Donc, on peut revisiter un peu l'exposition sur le site. Voilà. Parfait. Je suis aussi présent sur Facebook. C'est impeccable. Oui. Donc, vous êtes facile à trouver, Raymond Duchesne. Oui. Et puis, on invite bien sûr la population à se déplacer au Carrefour culturel Paul Médéric dès la semaine prochaine, le 13 juin, pour venir voir en personne vos œuvres magnifiques. D'autant plus que les gens ont besoin de ça, la beauté, des choses positives, une certaine élévation, montrer que la vie est belle malgré tout ce qui se passe. C'est vrai que c'est un bon moment pour se laisser envahir par ces émotions positives, de courage. Merci, M. C'est moi qui vous remercie et je remercie la Ville de Baie-Saint-Paul d'avoir cette opportunité-là aussi.
l'exposition Noir et Blanc de M. Christophe Dandurand. Bonjour, M. Dandurand. Bonjour, Pascal. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui lors du montage de votre exposition. Parlez-moi donc justement de vous. Ça fait longtemps que vous faites de la photographie? J'ai commencé dans les années 85, on va dire à peu près, et puis comme beaucoup de gens, dans tout leur plaisir, on fait une petite pause, et puis on reprend un peu, puis avec l'âge, j'ai repris sérieusement depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. OK. Et puis, qu'est-ce qui vous passionne dans la photographie? C'est un grand mot, parce que c'est faire plaisir aux gens, les faire voyager, me faire plaisir aussi parce que c'est une passion, donc je recherche beaucoup la netteté, je recherche beaucoup les contrastes, avoir un œil, quand on est photographe, il faut avoir un œil, c'est bien beau de prendre des photos, mais c'est avoir l'idée de se dire tiens, c'est ce moment-là qu'il faut prendre, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de photographes dans le monde et beaucoup arrivent à sortir de très belles images comme ça, donc c'est pas toujours shooter, c'est trouver la photo qui va justement déclencher chez la personne le waouh, c'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce que d'ailleurs, vous pouvez m'en parler un peu de ce qu'on retrouve ici dans votre exposition? Oui, ce que j'expose ici, c'est un melting pot un peu de tout ce que je fais, c'est-à-dire du portrait, c'est-à-dire de l'animalier, c'est-à-dire du paysage, de la photo de nuit. Il n'y en a pas ici parce que c'est plus complexe à montrer aux gens, surtout en noir et blanc. C'est très complexe une photo noir et blanc de nuit. C'est plus facile en couleur cette fois-ci-là. Enfin, d'ailleurs, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi de travailler en noir et blanc? Parce que c'est un aboutissement. C'est ce que je dis toujours, c'est que le noir et blanc est la quintessence de la photographie pour moi. C'est une recherche permanente. Faire une photo couleur, c'est très simple, surtout avec tout ce que l'on a maintenant en numérique, en logiciel et autres. Le noir et blanc, c'est très complexe parce qu'à l'époque, on travaillait en noir et blanc dans les années bien avant. Alors que le noir et blanc maintenant se fait avec 4 couleurs. Donc on fait du noir avec du rouge, du jaune, du bleu, donc c'est pas vraiment du noir et blanc. Donc maintenant ce qu'on recherche c'est vraiment de faire, sur des logiciels adaptés, de transformer notre photo couleur vraiment en niveau de gris, c'est-à-dire vraiment en noir et blanc. Et là on ne peut plus travailler, il n'y a plus, quand je l'envoie en impression moi, l'imprimeur lui va l'imprimer avec du noir et puis ça va se servir du papier comme blanc, puisque le blanc n'est pas une couleur. Donc là, on va avoir vraiment une photo noir et blanc. Si vous passez une photo en couleur, en noir et blanc brut comme ça, elle restera, elle, en CMJN ou en CMJK ou en RVB, comme vous voulez, mais il y aura quand même des noirs faits avec du jaune, du rouge, du bleu, donc ça ne sera pas du vrai noir. Donc le noir et blanc est vraiment une technique à part maintenant, surtout avec le numérique, et c'est très compliqué de faire ressortir une photo vraiment avec des noirs à plat, des noirs, des blancs, de la netteté, des contrastes. Voilà, c'est ce qui me... D'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de votre technique? La technique, c'est la technique de beaucoup de photographes. Il n'y a pas de secret, on utilise 2 logiciels systématiques. Pas tout le monde n'utilise pas les mêmes, mais moi j'utilise Lightroom et Photoshop. D'autres vont utiliser d'autres logiciels que Lightroom, mais Photoshop reste la base finale pour transformer en noir et blanc. Okay. Lightroom, lui, on va peaufiner quelques trucs avec, et Photoshop, on va vraiment passer ça en noir et blanc et intensifier nos... Donc c'est beaucoup de temps en post-production. Du moins pour moi, je doute fort que certains photographes puissent faire du beau noir et blanc en faisant une photo couleur, en disant tiens, noir et blanc dans iPhoto ou dans Lightroom, puis c'est terminé. Non, il faut vraiment travailler ça différemment. OK. D'ailleurs, d'après vous, est-ce qu'il faut une formation pour être un bon photographe? Est-ce que vous avez eu besoin, avez-vous des formations? Oui, alors beaucoup de photographes des années 80 ont pris énormément de formations, on fait beaucoup de formations, aussi bien sur Montréal que sur Paris, on fait des stages, moi j'en ai jamais fait vraiment, je suis vraiment autodidacte, sauf qu'après dans les logiciels et dans la prise de photos, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle maintenant, c'est à l'avenir, le YouTube. Donc je fais beaucoup de YouTube, je me forme énormément avec des Américains, avec des gens de Los Angeles, donc je vais regarder leurs tutos, tutoriels, je vais regarder leurs vidéos, comment ils font certaines passes. C'est beaucoup de temps chez un photographe, comme moi, je ne regarde pas la télé le soir, moi, donc je me fous devant mon ordinateur et puis je mange du tuto. Quand j'ai un intérêt pour, par exemple, un paysage de nuit, je vais le faire, il va être bien, il me plaît bien, mais je vais aller voir un tuto pour savoir si j'ai bien fait, et par rapport à d'autres photographes qui sont très bons. Et puis là, je vais apprendre, parce qu'on apprend toute notre vie. La photographe fille, comme disait Jean Gabin, on apprend toute notre vie. Et j'apprendrai toute ma vie. La photographie, c'est pas se dire, ça y est, je suis arrivé, j'ai mon matériel, je sais faire et je sais faire. Non, on ne sait jamais faire. On apprend tout le temps. Donc, parlant de matériel, est-ce qu'il faut un matériel particulier? Est-ce qu'il faut un matériel professionnel pour arriver avec
une qualité de photographie comme la vôtre? Oui et non, c'est-à-dire que moi je travaille surtout les ISO très très bas ou très très haut pour certains, mais moi c'est très très bas, donc c'est les ISO 32, ISO 64, ISO 100, pour ça il y a des appareils très différents pour ça, on n'achète pas ça à tous les coins de rue. Pour ma part, c'est le D850 de chez Nikon, où on a l'équivalent sur le D5 de chez Canon, je crois, qui va dépasser les 49 millions de pixels, où là, on va aller chercher vraiment de la netteté pure, de la précision, et plus on va descendre nos ISO, moins on aura l'effet qu'on avait dans les années 80, où effectivement, on avait un peu de pixels, ce qui donnait un peu le charme de la photo noir et blanc de l'époque. Et là, par contre, il n'y a plus du tout de pixels. C'est-à-dire que sur certaines photos que dans mon exposition, il y en a 3 ou 4 qui sont en 64 et en 32 ISO, où effectivement c'est très très bas. Et là, vous pouvez regarder avec une loupe, il n'y a absolument pas de pixels du tout. Il faut savoir que à la base, ce sont des photos qui sont prises avec un appareil FX, donc je suis en full frame, donc je ne suis pas en DX, puisqu'en DX, après je parle très particulier, mais bon, il y a le facteur crop 1.5, on va grossir, enfin bon, bref. Mais là, c'est du full frame, donc c'est du 24-36, normal, professionnel, on va dire, ou semi-professionnel. Tout le monde peut avoir accès à ces appareils photo. Il y a des photos, les appareils commencent à usager, on peut trouver ça à 1500, 1200 $. Ce n'est pas non plus extraordinaire au point de vue prix. Après, du neuf, on va effectivement chercher un peu plus cher. Est-ce que l'appareil est le même que vous utilisez si vous faites du paysage ou si vous faites de l'animalier? Là, on voit derrière vous une photo d'un safari, hein, d'un lion. Est-ce que vous allez utiliser le même matériel? Alors là, tout le monde va s'attendre au non. Et moi, c'est oui. Okay. J'ai 2 appareils, 2 Nikon D850 et je fais absolument tout avec. Donc j'avais un gros Nikon D5 qui était un appareil extraordinaire, mais qui est beaucoup plus pour le reportage et le sport, et qui fait très très cher, mais je n'avais pas les pixels que je voulais, donc je l'ai revendu, j'ai racheté un D850. Et effectivement, je prends toutes mes photos maintenant avec le même appareil, les mêmes logiciels, les mêmes lentilles, on va dire. Pensez-vous qu'un jour, le téléphone cellulaire va remplacer l'appareil photo professionnel? Ça, c'est la question que tous les photographes haïssent, vous voyez. Et on ne sait même pas y répondre. Le problème, c'est qu'il y a une fumisterie internationale là-dedans. Tout le monde nous dit que votre iPhone, votre téléphone intelligent a 25 millions de pixels. En réalité, c'est ce qu'on appelle il y a un terme pour ça, c'est pas de la reformatation, ça s'appelle de la... je n'arrive pas à retrouver mes mots, c'est le... Bref, enfin bon, en fait, on ne sait pas 24 millions de pixels, c'est 6 ou 7 millions de pixels. Donc, de toute façon, actuellement, pour faire la panoplie de ce qu'on réalise en tant que photographie professionnelle dans ce domaine-là, jamais, en aucun cas, l'iPhone ou le téléphone cellulaire va arriver à ce niveau-là. Ou tout du moins quand je serai mort, je crois. Donc, parce que pour l'instant, je pense qu'on a quand même de beaux restes avec notre matériel. Parfait. Et puis, vous êtes pour ou contre? J'ai cru comprendre que vous êtes pour la retouche photo, hein? Oui, parce que c'est ce que je dis à tout le monde, la retouche photo est à la photo, enfin le logiciel de post-traitement est à la photo ce que le dessin ce que la peinture est au dessin. En d'autres termes, quand on développait à la main, moi quand je développais en chambre froide, en chambre noire à l'époque, mes photos, on avait le crayon, on avait nos mains pour faire les flous, on essayait de retoucher notre projection pour notre fixateur, et puis c'était tout un travail. Donc on a toujours fait ça depuis la nuit des temps. Donc maintenant, ce que l'on fait, c'est que nous autres photographes, on va dire semi-experts ou semi-professionnels, on va prendre ça en fichier RAW et non pas en fichier JPEG. Donc c'est un fichier JPEG, c'est un fichier que tout le monde utilise sur Internet actuellement. Avec votre iPhone, c'est du JPEG et autres. Nous, on prend ça en RAW, c'est-à-dire que c'est du brut, c'est-à-dire que la photo est absolument ignoble, donc elle est plate, il n'y a pas de couleur, pas de contraste, il n'y a rien. Elle est très très lourde, donc elle fait, moi, une photo qui arrive sur mon ordinateur, comme n'importe lequel d'ici, fait déjà 50 mégas quand elle arrive. Et il faut que je la retravaille justement pour lui dire, là il n'y a rien, donc il faut que je fasse ressortir mes noirs, mes blancs, que je donne mon relief, que je vais aller chercher la netteté, mon contraste, ma clarté, enfin toutes ces choses-là. Et là on est obligé de passer en post-traitement, c'est-à-dire que c'est même pas, je peux pas l'imprimer, un fichier RAW je ne peux pas l'imprimer, c'est une horreur. Donc on va le retravailler un peu comme de la peinture, et c'est tout un côté qui est hyper agréable dans la photo en fin de compte, c'est hyper sympa. Okay. Moi je suis désolé. C'est très très sympa parce que vous pouvez le faire 1 milliard de fois. C'est-à-dire qu'une photo peut avoir 7 milliards de possibilités. Oui. Puis c'est à vous de vous dire, celle-ci elle me plaît, puis elle va plaire aux autres. Et puis là, vous avez toujours un ami qui arrive qui dit, oh, il y a un petit peu trop de noir ici. Donc le travail d'artiste, c'est beaucoup dans l'œil du photographe et comment il va traiter son image. Et c'est là où on se rend compte que chaque photographe a sa touche. Oui. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, ça c'est vraiment son style. Quoi. Donc, alors après, on peut évoluer dans le temps, un peu comme Picasso. Enfin, je ne vais pas vous comparer Picasso, mais on a chacun nos évolutions. Et puis, pour l'instant, moi, je vais être dans la recherche de la netteté, de la clarté, des contrastes et autres. Et peut-être que plus tard, je vais être dans un flou un peu à la David Hamilton, ou je ne sais pas. Donc, c'était la mode à l'époque. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des photographes qui vous ont influencé? Oui, beaucoup. Oui. J'en suis un depuis plus d'une quinzaine d'années qui s'appelle David Yarrow.
Je souhaite aller le voir sur Internet parce que c'est un géant de la photographie, peu connu chez les photographes parce que c'est un photographe anglais, donc un lord qui a été anobli par la reine, qui est un ambassadeur Nikon et qui a une particularité, c'est qu'il prend beaucoup d'animaux en Afrique et il fait beaucoup plus de l'art avec ses photos que du shooting de base. Donc il va mettre toute une structure en place pour que l'éléphant soit pris comme ça, il va poser son appareil par terre, il va s'éloigner à plus de 100 mètres avec un détecteur, il va attendre que l'éléphant arrive. Et ces photos sont en noir et blanc, il ne fait que du noir et blanc. Et c'est vrai que j'ai son livre à la maison, c'est ma Bible. Donc c'est vraiment, David Yarrow, c'est vraiment un super photographe. Okay. Alors, M. Dandurand, votre exposition est ici jusqu'au 26 juillet, hein, pour les gens qui sont intéressés à venir voir en personne. Et sinon, est-ce qu'il y a un moyen de voir votre travail autrement? Avez-vous un site Internet? Avez-vous une page Facebook? Quelque chose? Oui, bien sûr. J'ai une page Facebook qui s'appelle Christophe Dandurand Photographie, où effectivement j'ai des amis un peu de partout, donc d'Europe parce que j'arrive d'Europe, du Québec parce que j'ai passé 15 ans au Québec et je suis toujours au Québec, d'Afrique parce que je voyage beaucoup en Afrique, et puis beaucoup de gens des États-Unis. J'ai aussi un site qui s'appelle 500px. 500px, c'est un 500px, et après vous tapez Christophe Dandurand dans la recherche. C'est un espèce de serveur qui regroupe tous les grands photographes semi-professionnels, entre guillemets, et même professionnels, qui mettent à peu près 500 photos de leur réalisation là-dessus, et qui nous permet de les vendre de temps en temps, ou d'être intéressés ou pas, et puis d'être notés par d'autres photographes. C'est un peu le Facebook, mais de la photo. C'est-à-dire qu'il n'y a que les photographes qui s'affichent, qui vont se remercier, se féliciter ou pas. Et puis, mais le public a accès pour aller voir le travail. Le public ne peut pas voter, ni regarder, enfin, ni peut pas voter ou écrire, puisqu'il n'a pas de compte là-dessus, mais déjà peut avoir accès à toutes les photos, ou à 500 des photos qui sont dedans, effectivement, depuis la Namibie jusqu'au Kenya, en passant par la Malbaie. Parfait. Donc, je vous remercie, M. Dandurand. On invite les gens à venir voir votre travail. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour culturel pour vous présenter les expositions qui vont être ici sur place à partir du 13 avril jusqu'au 26 juillet. Bien sûr, mes expositions permanentes, elles ne sont pas accessibles au public. Donc, on ne peut pas parler ni du Studio Trad ni d'Espace Baie-Saint-Paul, qu'on a bien hâte qu'ils réouvrent pour le public. Mais pour l'instant, ce que j'ai à vous présenter, c'est les 3 expositions, soit voir, écouter, ressentir la beauté de Raymond Duchesne, Noir et blanc de Christophe Dandurand et La montagne secrète du collectif d'artistes de l'Association culturelle de Saint-Augustin-de-Desmaures. Je vous invite vraiment à venir nous visiter, il y a de belles choses à voir ici.